Bonjour à tous. Vous l'avez compris dans notre précédente émission, la Nouvelle-Calédonie est régulièrement le siège d'épidémies de dengue dont la fréquence et l'importance ne cessent d'augmenter. Récemment, un 5e type de dengue vient d'être recensé et le Zika, un autre virus transmis par le moustique Aedes aegypti, vient de faire son apparition sur notre territoire. Face à ce véritable fléau et en l'absence de vaccin, les chercheurs redoublent d'efforts. Où en sont-ils dans leurs recherches? Le point sur les dernières avancées scientifiques, c'est tout de suite sur NCTV. Une épidémie peut survenir que s'il y a une combinaison de 3 facteurs. Il faut des humains, des moustiques et des virus. On estime, l'Institut Pasteur et la DAS estiment qu'il y a entre 10 et 20 cas de dengue introduits par an. Une fois qu'on a l'introduction du virus, le virus peut se répandre ou non. Alors ça va dépendre de différents facteurs. D'une part, il y a des conditions climatiques qui sont favorables ou non. Donc si les conditions climatiques ne sont pas favorables, il y a peu de chances qu'il y ait des épidémies. Si les conditions climatiques sont favorables, on a un risque que le virus se propage. Et là, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, il y a la rapidité de détection du premier cas, la rapidité d'intervention des autorités pour essayer de limiter la propagation du virus, qui peut faire que certaines années, même si on a un risque climatique, les épidémies vont ne pas se propager. Comme vient de le préciser Magali Turley, le climat joue un rôle dans la propagation du virus. Les climatologues de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, essayent donc de comprendre l'influence des conditions météorologiques dans la survenue des épidémies. On sait que la dengue est une maladie qui est transmise par un vecteur, le moustique, et que le moustique est sensible, et le virus à l'intérieur du moustique est sensible aux conditions de température et d'humidité. Et donc on sait que le climat va influencer la transmission de la dengue. Et donc concrètement, on essaie de trouver dans les variables météorologiques, la température, l'humidité, la précipitation, quels sont les facteurs qui vont déterminer la survenue d'une épidémie de dengue et comment ces facteurs influent sur le cycle de vie du moustique. Sur le territoire d'une manière générale, on a accès à une base de données d'épidémies depuis 40 ans. Et ce qu'on a montré sur les 40 dernières années, c'est que donc on a une survenue d'épidémies que vous voyez ici sur ce graphique. Sur ce graphique en vert, là, avec les petits ronds verts, vous voyez les épidémies depuis 1970 jusqu'en 2012. Et on voit qu'il y a eu une succession, ce sont les pics que l'on voit, il y a eu une succession d'épidémies. Alors ça n'intervient pas tous les ans, ça intervient de manière irrégulière. Une fois tous les 2 ans, une fois 3 années, il y a des périodes calmes où il n'y a pas d'épidémie pendant 3 ans, 4 ans, et puis tout à coup on a des épidémies. Ce qu'on voit sur les pics, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une augmentation du nombre d'épidémies avec le temps, c'est-à-dire qu'il y aurait des épidémies plus fréquentes sur ces 40 dernières années. Et nous, ce qu'on a cherché à trouver, c'est quels sont les paramètres de température, de précipitation et d'humidité qui contrôlaient ces grands pics épidémiques. Et ce qu'on a montré dans un article publié avec une précédente thèse, c'est qu'il y avait 2 facteurs qui étaient très très importants en Nouvelle-Calédonie, sur tout le territoire. C'était le nombre de jours où la température de l'air dépassait 32 degrés, donc c'est en été. Quand ce nombre de jours est élevé, supérieur à 12 par mois, on a une probabilité d'épidémie qui est supérieure à la normale. Donc le nombre de jours où la température est supérieure à 32 degrés est un facteur important. On a aussi montré que le nombre de jours où la précipitation ou l'humidité était supérieure à un seuil élevé était également un facteur important. Et avec Météo France en particulier, on a fait ce travail d'essayer de comprendre quel serait le climat futur de la Nouvelle-Calédonie dans les 100 prochaines années. Et ce que je vais vous montrer, c'est ici vous voyez l'évolution des températures de surface sur la Nouvelle-Calédonie dans les 100 prochaines années. Donc là, ça commence en 1970, ça c'est la période actuelle. Donc on est à peu près en moyenne sur la Calédonie, sur la période actuelle, à 26 degrés, en moyenne sur l'année. Et vous voyez l'évolution de ces courbes-là. Ça, c'est l'évolution des courbes de température en 2030, de 2030 à 2060, prévues par les modèles de climat, et l'évolution des températures en Nouvelle-Calédonie, prévue de 2070 à 2100. Et de 2070 à 2100, on prévoit, ça c'est l'état
de l'art actuel sur les modèles de climat, on prévoit une moyenne de environ 3 degrés sur la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire environ 29 degrés. Et il est évident dans ces conditions que le risque de dengue, qui est dépendant donc des températures de surface sur le territoire, c'est ce qu'on a montré, il est évident que le risque de dengue va s'en trouver fortement accru. Cette augmentation de 3 degrés, elle va faire passer la situation de la dengue d'une situation dite épidémique, où certaines années on a des épidémies, mais pas toutes, à une situation dite endémique, où les épidémies vont avoir lieu tous les ans. Donc sur la base du climat, simplement, étant donné l'augmentation des températures, nos modèles prévoient qu'on passe d'une situation avec des années épidémiques et des années non épidémiques à une situation dans le futur où tous les ans seront des années à dingue, je dirais. Donc ça, c'est ce que prévoient nos modèles de climat. D'une part, et d'autre part, étant donné que la température augmente, et ça on le constate déjà, on constate que les saisons s'allongent. Donc le deuxième phénomène, c'est que la saison de dingue, qui généralement a lieu en été, plus ou moins, nos modèles prévoient que cette saison va s'allonger naturellement, puisque la saison de température plus chaude va s'allonger. Ça, c'est sur la base de paramètres météorologiques. Du coup, sur la base du climat et sur la base de l'augmentation des températures prévues par les modèles climatiques dans les 50, dans les 20, 30, 40, 50 années, on va vers une augmentation des épidémies de dengue. Donc c'est intéressant au titre de recherche, mais même pour les impacts sociétaux, de voir là le lien entre ce que la communauté météorologique fait sur l'évolution du climat et ce qu'on peut en tirer au niveau sociétal. Là, en l'occurrence, les épidémies de dengue. Donc là, on agit en concertation avec plusieurs disciplines pour comprendre l'influence du climat, typiquement le changement climatique, sur l'évolution des épidémies de dengue. Sur la base du climat, on a montré aussi que si on était capable de prévoir l'occurrence de ces événements à température extrême et à humidité extrême, qui sont déterminants pour la survenue d'épidémies, on avait une capacité prédictive de 1 à 2 mois. C'est-à-dire que 1 à 2 mois avant une épidémie, on est capable de prévoir les conditions climatiques favorables. Ce n'est pas parce que les conditions climatiques sont favorables que l'épidémie va nécessairement avoir lieu, mais au moins on sait que les conditions climatiques sont favorables, donc on commence à faire attention. Et donc la question est de pouvoir prévoir les conditions climatiques favorables. Et là, ça devient une question plus météorologique. Et en Nouvelle-Calédonie en particulier, cette prévision est assez difficile, on ne comprend pas bien pourquoi. On a du mal à prévoir la saison, ce qui va se passer pour la saison suivante. Est-ce que la saison va être plus chaude, moins sèche, moins sèche? Dans le Pacifique Sud, c'est assez difficile de prévoir ça. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile. Et donc, à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire pour mieux prévoir, je dirais, c'est améliorer nos modèles météorologiques. Donc ça, on a vraiment un effort à faire de recherche pour comprendre comment améliorer cette prévision. Ça va être quelque chose d'essentiel. Des épidémies de dengue tous les ans et sur une plus longue période, ça n'est pas très rassurant. Alors pour les aider dans leur recherche, les climatologues de l'IRD utilisent des données de la DAS qui recensent les cas de dengue depuis 1970. Ils peuvent ainsi savoir quelles sont les communes les plus touchées. On travaille en collaboration avec la DAS, qui a un réseau de surveillance qui collecte les cas depuis 1970. Ces cas, ils sont géoréférencés depuis 1995. Et on peut donc connaître le nombre de cas qu'il y a dans chaque commune depuis 1995 jusqu'à maintenant, donc sur 18 ans. Ce nombre de cas, alors on peut le regarder de manière brute, et dans ce cas-là, on va s'apercevoir que la majorité des cas surviennent au Nouméa, puisque c'est là où il y a la majorité des gens. Par contre, si on veut vraiment s'intéresser à ce qui se passe en termes de transmission et de risque de transmission du virus d'une personne à une autre, il faut ajuster ces données sur un certain nombre de variables démographiques, notamment l'âge et le nombre de personnes qu'il y a dans chaque commune. Et on obtient les cartes que vous voyez qui représentent la proportion de personnes. Pour une commune donnée, là, ici, la couleur représente la proportion de personnes touchées par la dengue, en cas pour 10 000 habitants. Donc les communes en rouge foncé, ici, il y a en moyenne 150 cas par 10 000 habitants par an. Alors que les communes en orange clair, ici, il y a en moyenne une quarantaine de cas pour 10 000 habitants par an. Donc la différence de couleur, ici, vous montre que le risque de transmission est plus élevé
dans les communes de la côte Est que dans les communes de la côte Ouest. Donc ça, c'est les données d'incidence de la dengue. On a aussi récupéré des données climatiques via Météo France. Par exemple, ici, vous avez une carte des précipitations annuelles moyennes sur l'ensemble du territoire. Vous voyez qu'il pleut plus sur la côte Est. On a aussi récupéré des données de température. Et avec l'ISEE, on a récupéré certaines variables socio-économiques par commune. On a trié un peu, on a sélectionné les variables dont on pensait qu'elles pouvaient avoir une influence sur la transmission de la maladie. Par exemple, le fait que les personnes habitent dans des maisons en dur, toutes bien fermées avec la climatisation, ou qu'elles soient plutôt dans des cabanes en bois ouverts dans lesquelles le moustique peut rentrer et peut se faire piquer, etc. Et on a sélectionné les variables et on a trouvé que là où il y a le plus de personnes qui habitent en tribu, qui est aussi l'endroit où il y a le plus de personnes qui tombent malades, et aussi l'endroit où il pleut le plus. Donc on a du mal à discerner le rôle que joue le comportement humain, si vous voulez, et le mode de vie des gens, de la variable climatique précipitation. Par contre, on est sûr que la température a un rôle certain dans cette répartition spatiale. On travaille à différentes échelles déjà en Calédonie. On travaille à l'échelle du territoire, on travaille à l'échelle des communes, des 33 communes de la Nouvelle-Calédonie, et on travaille à l'échelle des quartiers. Alors, à l'échelle des communes, vous pouvez voir sur cette carte que la dengue n'est pas répartie de manière homogène en Nouvelle-Calédonie, avec des zones plus touchées comme les 3 communes du Nord-Est, et globalement la côte Est étant plus touchée en termes de proportion de population qui tombe malade, et la côte Ouest un peu moins touchée par les épidémies. On travaille aussi à l'échelle des quartiers de la ville de Nouméa. Donc là, à cette échelle, le but du travail, ça va être essentiellement d'aider les autorités à organiser les actions de lutte. On travaille de la même manière, on étudie essentiellement la structure spatiale et on va récolter un certain nombre de données qui sont susceptibles d'influencer cette structure spatiale. Donc connaître les zones les plus touchées et essayer de comprendre pourquoi. Une fois qu'on aura fait les analyses, on espère qu'on va... Deux choses. Soit on va tomber sur des variables sur lesquelles on ne peut pas agir, mais qui nous permettront de prévoir le risque, pour que les autorités aient le temps de prévoir et de planifier leurs actions. Soit on va tomber sur des variables sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles la DAS pourra éventuellement agir, et ce sera utile aux autorités, on espère. Face aux flambées de dengue en puissance, la collecte d'informations n'est pas la seule activité de ceux qui combattent ce virus. En attendant de trouver une solution pour éradiquer ce fléau, certains s'activent sur le terrain comme le CIPRES, le service d'inspection et de prévention des risques environnementaux et sanitaires. Alors, il y a 2 grandes interventions, une de prévention et de sensibilisation et une autre d'épandage. Celle de prévention et de sensibilisation, c'est la plus importante. Elle consiste à faire détruire les gîtes larvaires, tout ce qui contient de l'eau, que ce soit des soupeaux, des seaux, des boutures. Ça consiste donc à détruire ces gîtes larvaires par les administrés. Donc, les agents passent en continu toute l'année auprès des administrés en faisant maison après maison pour les sensibiliser aux risques de la dengue et à avoir les bons gestes, c'est-à-dire vider les soupeaux, vider tout ce qui peut contenir de l'eau et éviter comme ça les gîtes larvaires et la propagation du moustique qui est vecteur de la dengue et du chikungunya. La deuxième mission, ce sont les épandages qui se font uniquement lorsqu'il y a des malades qui nous sont déclarés par la DAS, donc le gouvernement, et qui se réalisent uniquement lorsqu'on a un malade et une propagation donc, du virus.
Alors les deux appareils qui sont utilisés pour les épandages, ce sont des nébuliseurs qui équipent donc un véhicule, ou bien on a une machine qui fait la même chose, qui nébulise du produit, mais portatif. Donc voilà, c'est les deux types d'appareils que l'on utilise aujourd'hui, qui sont des appareils que l'on appelle en très bas volume de nébulisation. Et ce sont les deux appareils que nous utilisons aujourd'hui. La deuxième mission, ce sont les épandages qui se font uniquement lorsqu'il y a des malades qui nous sont déclarés par la DAS, donc le gouvernement, et qui se réalisent uniquement lorsqu'on a un malade et une propagation donc, du virus. On constate depuis les années 2000 qu'il y a une forte chute du nombre de gîtes larvaires, jusqu'à 80% des gîtes larvaires en diminution. C'est énorme, mais ce n'est pas assez, puisque les 20% restants, plus ou moins, suffisent pour propager d'une épidémie. La preuve, on a eu une épidémie très récemment sur l'année 2012-2013 qui était une épidémie de la plus forte ampleur qu'ait connue la Nouvelle-Calédonie. Donc l'objectif c'est absolument 0 gîte. Il y a des communications grand public par la voie de presse, par des flyers, par de la communication écrite, des magazines et des reportages. Malheureusement, Aedes aegypti, le moustique responsable de la dengue et du chikungunya, résiste à de nombreux insecticides. Les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement de la Nouvelle-Calédonie essaient de comprendre pourquoi. Alors ce problème de résistance, il est important puisqu'il constitue un véritable obstacle dans de nombreux pays à la lutte antivectorielle, c'est-à-dire le traitement insecticide pour lutter et contrôler les populations de moustiques vecteurs. Le travail consiste à évaluer cette résistance, c'est-à-dire à la mesurer le taux de survie et de mortalité dans différentes populations de moustiques, à la fois à l'échelle du Grand Nouméa, mais également à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce projet, c'est un projet que nous menons en collaboration très étroite avec l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Et donc nous travaillons sur des moustiques qui sont récoltés sur le terrain. Et donc ces populations sont en grande partie récoltées par l'Institut Pasteur dans le cadre du réseau de surveillance entomologique. L'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie réalise des tests insecticides dans leur laboratoire, c'est-à-dire qu'ils mettent en contact les populations de moustiques avec les insecticides qui sont utilisés ici en santé publique. Donc ça permet de voir le pourcentage de survie ou de mortalité. Donc s'il y a survie, il y a résistance. C'est-à-dire que le moustique met en jeu des mécanismes qui lui permettent de survivre en présence de l'insecticide. Donc ça peut être des mécanismes de détoxification que l'on connaît chez tout organisme. Le moustique va pouvoir éliminer plus facilement l'insecticide, la molécule, l'insecticide qui est toxique normalement pour lui, ou alors il y a une modification dans son patrimoine génétique, c'est-à-dire dans ses gènes, il y a des modifications qui vont lui permettre de ne plus être sensible aux insecticides. Nous mettons en évidence ces mécanismes par des expérimentations donc basées sur de la biochimie ou de la biologie moléculaire, c'est-à-dire que d'une part nous regardons ce qui permet aux moustiques de détoxifier donc les produits toxiques, les insecticides, et d'autre part nous regardons au niveau des gènes, donc de l'information génétique du moustique, s'il y a eu des modifications dans un gène particulier qui est connu pour conférer de la résistance parce qu'il agit sur le système nerveux du moustique. Et donc là, on dépose des moustiques dans des plaques et on va pouvoir
les broyer d'abord, et on extrait d'une part ce qu'on appelle les protéines, donc l'ensemble des protéines, pour mesurer ces enzymes de détoxification qui participent à la détoxification du moustique, mais également ces broyats de moustiques nous permettent d'extraire l'ADN, donc la molécule qui contient l'information génétique et du moustique, et d'aller voir les gènes, ou les gènes que l'on connaît être impliqués dans la résistance, et voir s'il y a des modifications. Donc ça se fait avec des techniques de biologie moléculaire pour lesquelles on a des appareils et des équipements ici donc sur le centre IRD de Nouméa, sur la plateforme du vivant, et donc on pratique toutes les expériences ici sur le site. Donc là, c'est une autre méthode de broyage pour faire un broyage très fin. On place le moustique avec des billes métalliques qui vont s'agiter dans un broyeur et broyer complètement le moustique. Donc là, on le réduit vraiment en poudre très fine, et c'est à partir de ces broyats de moustiques que l'on va faire une extraction d'ADN, c'est-à-dire donc le matériel, la molécule qui contient l'information génétique du moustique. Les connaissances que nous avons maintenant à la fois sur la résistance des populations de vecteurs, mais également sur les mécanismes de résistance mis en jeu, vont permettre d'adapter les stratégies de lutte antivectorielle et de proposer des stratégies à la fois alternatives ou innovantes, ou de continuer à utiliser tel ou tel insecticide qui est déjà utilisé s'il n'y a pas de résistance à cet insecticide. Donc c'est dans le but d'améliorer la lutte antivectorielle. Pour l'instant, aucun vaccin n'a pu encore montrer son efficacité face au virus de la dengue et celui de chikungunya. Alors en attendant, les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement de Nouvelle-Calédonie travaillent sur d'autres pistes. Alors un autre aspect de nos recherches que nous développons ici, c'est des travaux basés sur le contact entre l'homme et le vecteur. Donc on essaie de mettre en évidence un marqueur de l'exposition de l'homme aux piqûres du moustique. Alors c'est un marqueur immunologique basé sur la réponse immunitaire de l'homme à la piqûre du moustique. C'est-à-dire que lorsque le moustique pique l'homme, indépendamment du fait qu'il soit infecté, c'est-à-dire porteur d'un virus ou non, il inocule avec sa piqûre des protéines qui sont contenues dans sa salive, donc des composants salivaires. Et l'homme reconnaît ces composants salivaires comme étant du non-soi, et donc il va développer une réaction immunologique classique. Donc il va synthétiser des anticorps contre ces composants salivaires du moustique. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de les détecter donc dans le sang humain, et à l'aide de cette réponse, quantifier le nombre de piqûres. Donc on ne peut pas faire de la quantification absolue, mais on peut savoir si l'individu a été fortement piqué ou plus faiblement piqué, donc fortement exposé au vecteur ou non, ou faiblement exposé au vecteur. C'est un outil important pour la mise en place de nouvelles stratégies de lutte, puisqu'on va pouvoir mesurer l'exposition avant et après mise en place d'une nouvelle stratégie de lutte. Et on va pouvoir à ce moment-là l'utiliser en préventif, en définissant des zones à risque ou des périodes où le risque est très très élevé, donc au sein d'une population. Dernière stratégie de la lutte contre le dangereux Aedes aegypti, la modification génétique du moustique ou encore sa stérilisation. Cette approche novatrice de lutte antivectorielle consiste à leurrer les femelles avec des mâles infertiles afin de réduire leur population. Explication. Donc au niveau des stratégies de lutte antivectorielle, des recherches partout dans le monde se centrent sur des aspects de génétique du vecteur, donc essayer de modifier génétiquement le vecteur
ou donc par des techniques que l'on appelle insectes, les mâles stériles, ou alors par des modifications au niveau de ce vecteur qui ne permettent pas d'assurer une descendance lors de la reproduction d'un mâle et d'une femelle. Alors par exemple, c'est le cas des Wolbachia, qui sont des endosymbiontes du moustique. Wolbachia, c'est une bactérie non pathogène associée naturellement à de nombreux insectes. Introduite chez le moustique mâle, elle va manipuler la reproduction en entraînant une réduction partielle ou totale de la descendance. Donc, elle diminue la capacité de reproduction du moustique. Cette bactérie a aussi l'avantage de diminuer la durée de vie des femelles moustiques et de les rendre moins porteuses de pathogènes comme la dengue et le chikungunya. Ce sont des organismes qui sont à l'intérieur d'un individu, les animaux en ont aussi, qui nous apportent une fonction digestive, et donc là dans notre tube digestif par exemple. Et donc on s'est aperçu que certaines de ces endosymbiontes chez l'insecte entraînent des déficiences au niveau de la fertilité, de la descendance, et d'autres modifient aussi également d'autres propriétés de l'insecte. Et donc cette stratégie, qui est d'ailleurs actuellement développée en Australie, consiste ou représente une piste à la fois très prometteuse et maintenant un sujet très étudié pour l'avenir de la lutte antivectorielle. Voilà, nous espérons que vous en saurez plus sur la dengue. Pour de plus en plus d'informations, nous vous recommandons de consulter le site de l'Institut Pasteur de Nouméa ou encore celui de la DAS. En attendant, soyez vigilants. Protégez-vous des piqûres de moustiques et éliminez, videz et nettoyez tout ce qui peut favoriser la reproduction des moustiques. Salut à tous!